Un peu d'agitation et d'excitation ce matin de bonne heure, dans ce petit village proche de La Rochelle. Et oui, c'est le départ du road trip. « 30 jours devant nous pour rejoindre le Monténégro. Une disponibilité exceptionnelle pour mon infirmière préférée. Jamais elle n'a eu autant de jours de vacances à suivre. C'est vrai que sa fin de carrière professionnelle est toute proche, et il faut bien compenser toutes les heures sup à son compteur. Nous partons pour un road trip de 6-7 000 km qui devrait nous faire traverser plusieurs pays, la France bien sûr, l'Italie, un peu la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, pour arriver enfin au Monténégro. Mais comme chacun sait, lors d'un voyage, il peut arriver une multitude de choses. Et sans dévoiler la suite, tu vas voir qu'on n'a pas été épargné. En attendant, on file plein est en direction de Barcelonnette pour le Alpes Aventure Moto Festival. Nous arrivons à Condat et il est l'heure de déjeuner. Le snack bar chez Sam fera parfaitement l'affaire. En plus, les patrons enroulés en Honda F6C. On a donc beaucoup parlé moto, mais on ne s'est pas attardé. On a pris un petit café et on a repris la route pour passer devant l'hôtel-restaurant du Lac des Moines, où nous avons fait étape avec l'équipe Road lors du retour de notre transpyrénéenne franco-espagnole. Cet établissement a l'habitude de recevoir des motards et l'accueil, la prestation, le cadre sont top. Je te mets les infos dans les commentaires. Ça se couvre. On va s'en prendre une, c'est sûr. De plus, il l'avait annoncé. Et voilà, pas raté. Et l'avancée d'un distributeur de billets de Massiac tombe à pic pour enfiler les vêtements de pluie. Il nous reste encore 200 km à faire et nous allons récupérer un peu de national après Brioude, histoire d'avancer un peu. La pluie est parfois violente et on redouble de vigilance. Un peu plus loin, alors qu'il s'est arrêté de pleuvoir, on arrive sur un bouchon. Un collègue motard a chuté sur ces routes glissantes. Il est grièvement blessé et héliporté. Nous motards, on n'est pas grand-chose sur la route et on est très vulnérables. On a beau en avoir conscience, quand on y est confronté brutalement, ça met un sacré coup au moral. On a quitté la Haute-Loire pour l'Ardèche et retrouvé une route sèche et des températures bien plus agréables. La D533 entre Saint-Agrève et Valence va charger de nous redonner du baume au cœur. Une belle petite départementale tournicotante à souhait qui doit être le terrain de jeu des locaux compte tenu du nombre de motos qu'on a croisées. Fini l'Ardèche, bonjour la Drôme, et on se dirige vers notre chambre et table d'hôte Les Péris à Château-Double, qui s'avérera une pépite, le genre d'adresse à connaître absolument situé dans le coin, le genre d'endroit où rime convivialité, échange et bonne humeur autour d'une bonne table avec des produits du terroir, et où la soirée se termine, carte Michelin ouverte sur la table pour écouter les conseils de notre hôte. Ça a été aussi l'occasion de faire la connaissance d'un couple de Belges en vacances en voiture, mais qui circule aussi en 1250 GS et que je salue au passage. Et c'est les rayons du soleil qui nous réveillent ce matin. Petit déjeuner, on finit de chercher les motos et let's go. Allez, ciao, ouais. Bonne fin de vacances là. On quitte nos nouveaux amis et c'est parti sous le soleil pour se faire une petite tranche de Vercors en entrée avant d'attaquer les Alpes comme plat principal. Si hier notre étape était de 640 km, aujourd'hui nous n'avons que 255 km à faire pour rejoindre Barcelonnette. Le Alpes Moto Aventure Festival a ouvert ses portes ce matin et nous avons envie d'y aller dès notre arrivée pour éviter la foule du week-end. Mais évidemment, hors de question de tracer direct sans profiter un max de cette région, d'autant plus que le soleil brille de ses mille feux. Nous passerons différents cols pour arriver au col de Rousset qui offre un point de vue de toute beauté et je ne te parle même pas de la descente sur 10.
À Solaire en Diwas, bon je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, nous prendrons la D539 pour rejoindre Glandage. Ensuite, nous quitterons le département de la Drôme pour celui des Hautes-Alpes. On passera à Veynes, au sud-ouest de Gap, et on rejoindra le lac de Serponçon. Restera à tracer ensuite jusqu'à Barcelonnette. Le massif du Vercors, ce massif de moyenne montagne des Préalpes, à cheval sur les départements de l'Isère et de la Drôme, offre un véritable terrain de jeu pour nous motards, bien sûr que nous partageons avec cyclistes, randonneurs et autres. Des routes escarpées, creusées à la main à flanc de montagne, des panoramas à couper le souffle, des petits villages charmants. Si tu n'as jamais été traîné là-bas, vas-y, tu ne le regretteras pas. Et oui, une petite pause café à une terrasse ensoleillée, ça ne se refuse pas. Le serveur, fort sympathique, nous a annoncé l'arrivée d'une dépression et qu'il faut profiter du beau temps avant l'arrivée de la pluie. Nous, en tout cas, on a profité de l'instant présent et maintenant on file direction le col de Rousset, à la réputation sulfureuse. Ce col emblématique du Vercors est une des frontières naturelles entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, mais aussi frontière climatique. En effet, climat, ensoleillement de part et d'autre du col sont profondément différents. On passe d'un environnement alpin humide et rigoureux à un milieu de type quasi méditerranéen, sec et ensoleillé. Ok, on est d'accord, mais si tu veux bien, laisse-nous profiter de ces 20 km qui nous relient à la ville de Die. En principe, comme beaucoup d'entre nous, je préfère monter les cols plutôt que les descendre. Mais là, sur cette route bien propre, revêtement de qualité, quel bonheur cette descente. Alors, elle est pas sympa ma petite D539 que j'évoquais tout à l'heure? Même si la route directe entre Die et Gap est sympa, là, on est dans un autre monde. But I don't think I can do that yet. I give it time, I think things over, but there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. Avec notre arrivée dans le département des Hautes-Alpes, le temps s'est couvert. On avait prévu de pique-niquer au bord du lac de Serponçon,
mais un coup de téléphone de la propriétaire de l'appartement que nous louons à Barcelonnette nous apprend que l'on peut disposer de celui-ci un peu plus tôt. On décide donc de filer direct à l'appart et on mangera plus tard. I felt the signs in my chest, but I didn't hear. Alors que nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Barcelonnette et que la batterie de la GoPro est dans le rouge, il tombe de temps en temps quelques gouttes de pluie. Allez, on se retrouve aux portes du festival. All I do is laying there awake at night. À peine arrivé à la loc et stationné les motos, on pose nos affaires, on grignote un bout et on file au Alpes Aventure Moto Festival, qui se situe à peine à 250 mètres à pied de notre location. Malheureusement, la pluie finit par s'installer. Bon, pas grave, on y retourne dès le lendemain. Mes youtubeurs préférés sont là, et pour n'en citer que quelques-uns, Tom Barrère, Black Market, et bien sûr, notre Lolo national, qui comme dans les vidéos est aussi sympathique qu'accessible. De toute façon, je suis hyper fan. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer au hasard des allées les abonnés à ma chaîne, Gabriel, Fabien et quelques-uns qui j'espère me pardonneront d'avoir oublié leur prénom. Avec toutes ces machines stationnées un peu partout dans la ville, le spectacle est aussi à l'extérieur, comme cette étrange moto électrique au moteur dans la roue arrière. Un dernier petit café pour nous et on part directement de l'appartement en randonnée à pied, pas de moto aujourd'hui. Et on se retrouve très vite sur les hauteurs de Barcelonnette pour profiter du paysage. Lundi 6 septembre, troisième jour dans la vallée du Bail. En fait, nous restons 4 nuits dans notre location à Barcelonnette. Nous avions prévu pour aujourd'hui une belle boucle en empruntant le trajet de la RGA. Mais la météo annonce de la pluie pour l'après-midi, donc changement de programme. Il y a encore pas mal de motards dans le coin qui profitent de cette belle vallée. C'est vrai qu'il y a de très belles routes à faire dans cette région. Ce matin, pour nous, ce sera direction Savines-le-Lac. L'AD 954, qui longe le lac de Serponçon, est une route qui offre à la fois plaisir de pilotage et plaisir des yeux. Là, vu la couleur du ciel derrière nous, nous sommes bien contents de partir du côté ensoleillé. Et on se refait la D954, qui, dans l'autre sens, est tout aussi sympa. Le bleu du ciel qui se reflète sur le lac, quel spectacle, on s'en met plein les mirettes. À Barcelonnette, on prend la direction du Col d'Alos pour vite tourner à droite et monter à la petite station de sport d'hiver de Pralou. On a l'intention d'y pique-niquer. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ce matin, notre Lolo national, Laurent Cochet bien sûr, est parti d'ici de Pralou pour son challenge moto électrique. Donc je suis sûr, tu as suivi comme moi les aventures. De peu plus, nous l'aurions croisé. Grand soleil ce matin, on a bien fait de décaler à aujourd'hui notre petite boucle de 260 km qui va nous faire passer par quelques cols, comme le col de la Bonnette, le col de la Caillole, où en juin 2020, un orage de grêle très violent nous avait obligés avec Evelyne à rebrousser chemin.
et qui avait de toute façon conduit à la fermeture du col pendant 2 jours. Logiquement, rien de tout ça aujourd'hui. On va pouvoir en profiter un max. Bon, que dire, si ce n'est que c'est magnifique. Un mot que tu vas m'entendre dire très souvent. La RGA, la route des Grandes Alpes, est devenue très tendance ces dernières années. Mais on comprend pourquoi c'est tellement beau. Le col de la Cayolle, particulièrement. Il est pour moi dans le top 5. Nous arrivons à Guillaume. Ah, je l'attendais, ce petit village bien accueillant. Et vu le nombre de motos stationnées, il n'y a pas que moi. Je ne sais pas toi, mais j'adore cette ambiance qui y règne. Les nombreux motards en train de discuter entre eux, ou avec les locaux, toujours autour de cette passion commune. Rouler en moto. En tout cas, j'ai pu faire le plein de caféine, et nous voilà dans les gorges de Dalius. Ah, je suis déçu. Les images ne reflètent pas toute la beauté du site. Non seulement j'ai mis un peu de gras avec mes gros doigts sur l'objectif de la caméra, mais il y a un poil trop de lumière et pourtant j'avais bien corrigé l'exposition de la GoPro. Sur ce tronçon, nous sommes hors RGA. À Guillaume, nous n'avons pas pris la direction du col de Valberg, mais pris la D2202 pour faire dans un sens les gorges de Dalius et les gorges de Sian dans l'autre sens et récupérer la RGA à Buel. Franchement, si tu fais cette route mythique, je te conseille quand même cette petite entorse au tracé pur et dur de la RGA. Everybody wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star. À Buel, il est l'heure de manger et on s'arrête au passage. C'est le nom du resto. Service agréable, plat du jour top, c'est bon et généreux. À l'entrée de Saint-Sauveur de Tinée, nous allons quitter la RGA qui descend sur Menton pour tourner à gauche et remonter par la variante est de la RGA et on file direction Isola, Saint-Étienne de Tinée par la M2205. Tu reconnais le coin? Tu es déjà passé par là? Je sais ce que tu penses. Que nous filons droit vers le col de la Bonnette. Eh bien, perdu. Figure-toi qu'en échangeant par message avec un abonné, celui-ci m'a conseillé de monter au col de la Moutière, qui, pour nos routières, on le sait, sera un cul-de-sac,
mais qui me garantit des paysages sauvages de toute beauté. Nous voilà donc sur cette petite route, la M63, qui monte bien. Elle est étroite, pas forcément en bon état, mais effectivement, elle vaut vraiment le détour. Regarde-moi cette vue. On va finir par faire demi-tour. La route se transforme, paraît-il, en chemin. Et même si j'avais bien envie de continuer, Evelyne, plus raisonnable que moi, insiste pour faire demi-tour. Et dans l'autre sens, c'est toujours aussi beau. Et c'est sous le cri des marmottes, qui courent partout, que nous prenons la direction du petit village de Saint-Dalmas-le-Selvage, pour cette fois-ci se faire le col de la Bonnette. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I've been in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall. A parachute behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Arrivés au sommet du col, nous empruntons bien sûr la route de la cime, la route goudronnée, la plus haute de France, avec 2802 mètres, mais pas d'Europe, comme on le voit souvent écrit. I'm going all the way up. Une fois que tu as stationné ta moto, il faut absolument emprunter le petit sentier pédestre qui va te faire regretter ton repas trop riche de ce midi, mais qui va te permettre de tutoyer le toit de l'Europe et t'en mettre plein les mirettes. Allez, il est l'heure de rentrer pour préparer les affaires pour le départ de demain et commencer à faire aussi un peu de ménage dans notre location. Ce petit appartement au premier étage d'une grande maison avec vue sur la montagne et parking privé pour stationner les motos. Il nous a été recommandé par Didier de la bande Rode. Martine, sa propriétaire, une retraitée sympathique, bon pied bon oeil, a l'habitude aussi de recevoir des motards. Et je ne sais pas qui est le plus bavard, elle ou moi. En tout cas, un excellent plan pour qui veut séjourner dans la région. En plus, je te rappelle que l'appart est situé à quelques centaines de mètres à pied du Alpes Moto Festival Aventure. Bon Evelyne, bientôt prête? Tu finis le ménage? Un dernier coup de ménage. Un dernier petit coup de ménage? D'accord, la d'avant. Ouais. Allez, on s'active, on s'active. Allez, un peu plus vite, un peu plus vite. 8h30. Ouais, on n'est pas très performant. Oh mais si, regarde, on a mis 1h30 pour faire le ménage. Les lunettes de soleil et c'est parti. C'est parti, mon kiki. Et oui, c'est parti pour 356 km, pour une journée qui s'avérera comme une des plus belles de ce road trip. Il y a une belle lumière ce matin, et déjà je m'arrête pour prendre des photos, alors que nous n'avons fait que quelques dizaines de kilomètres. Rapide pause, et on file vers notre premier col, le col de Vars, où nous verrons passer la bande de 3 copains que nous avons doublés hier dans le col de la Bonnette. Une increvable Transalp, un Sportster et un DR, et ça le fait. Un peu plus tard, dans les gorges du Guil, nous roulons un peu avec un groupe de Britanniques en GS, qui, même pas peur des petits hommes en bleu, nous déposent sur place dès que ça devient roulant.
mais nous les rejoignons dans la montée du col d'Izoard. Est-ce le reflet de nos phares dans leur rétroviseur? Je trouve que le rythme s'accélère. Quand j'entends dans l'intercom « Allez, va faire joujou avec les garçons !» Oh bah, puisqu'on a l'autorisation, hein, on va pas se gêner. Toutes les bonnes choses ayant une fin, nous nous arrêtons à la Casse Désert pour faire une pause photo. Et même chose, à quelques centaines de mètres plus loin, en haut du col d'Izoard. Moi, ce col, question paysage, je l'adore. Et il a toute sa place dans le top 5, comme le suivant du reste. Le non moins célèbre, j'ai cité le Galibier. En fait, depuis ce matin, tu as remarqué, nous suivons la RGA, la route des Grandes Alpes. Cette route splendide, rien de mieux que cet itinéraire, pour nous rendre à notre prochaine étape en Italie, à Arvier, dans la vallée d'Aoste. Mais comment ne pas être subjugué par de tels panoramas? Ce n'est pourtant pas la première fois que nous avons la chance de faire ce col avec beau temps, mais c'est toujours le même plaisir, la même satisfaction de pouvoir profiter de ces paysages qui s'offrent à nous. Pour franchir le col du Galibier, on peut emprunter un tunnel, mais avec une telle météo, ce serait sacrilège de ne pas prendre la petite route qui passe au sommet du col à 2642 mètres d'altitude. Ah oui, mais beaucoup de monde s'est dit la même chose que nous. On ne traîne pas, juste quelques photos et let's go. Et on quitte du coup le département des Hautes-Alpes pour celui de la Savoie. Voilà, le Galibier c'est fait. Après s'être arrêté à Modane pour déjeuner dans un restaurant à éviter, nous arrivons à Lens-le-Bourg, qui a été à plusieurs reprises notre village étape lors de précédents voyages en Croatie, en passant par le col du Mont-Cenis pour rejoindre l'Italie. Mais pas cette fois-ci. Nous sommes des gourmands, des insatiables de belles routes. Et puisque le col d'Isran est proche, il a été programmé de longue date dans cette étape. Et puis, nous ne sommes pas un jour près pour tremper nos orteils dans l'Adriatique. Au sommet du col, ça se bouscule, même encore plus qu'au Galibier peut-être, essentiellement des motards et des cyclistes. Allez, on immortalise la scène avec quelques photos et on repart dans ce décor de rêve. Il fait un temps magnifique et les conditions pour rouler sont top. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous nous souviendrons longtemps avec Evelyne de ce 14 juin 2020 où nous avons franchi ce col à travers des couloirs de neige, avec aussi un Galibier fermé presque devant notre nez. Et je ne te parle même pas des éboulements fermant la route pendant 2 heures. Si tu comptes faire la RGA mi-juin, je te conseille de visionner cette vidéo, ça pourra t'être utile. Can't believe I found you, baby, come alive. Love and you like, we're dancing in moonlight. Wanna waste our time in the moonlight. Nous avons quitté la route des Grandes Alpes juste avant Bourg-Saint-Maurice, où nous avons bifurqué à droite en direction de l'Italie, toute proche, à peine à 30 km,
pour emprunter le col du Petit Saint-Bernard, très attrayant, presque désert. On ne croise que très peu de motos, et pourtant il mérite le détour. Ce col est chargé d'histoire puisqu'il a été emprunté dès l'Antiquité pour commercer entre les différents peuples de la région. La première route date de l'époque de l'Empire romain. Au XIe siècle, un certain Bernard de Menton fonde un hospice à Colonne-Joux, qui est l'ancien nom du col du Petit Saint-Bernard. Le bâtiment, pas très beau du reste, existe toujours, mais a subi destruction et reconstruction. Nous voilà en Italie, dans le Val d'Aoste. Direction notre étape du soir, le B&B, le Château Blanc à Arviers. Mais ce serait trop simple, trop direct, de s'y rendre en continuant avec cette SS26, pourtant bien sympathique. Donc au village de la Tuile, nous tournons à droite pour prendre la SR39 pour une dernière orgie de virages. Et tu vas voir, on ne va pas être déçus. Nous arrivons au petit village de Morgex pour récupérer la SS26 et faire les 13 km qui nous séparent de notre B&B. Et une fois installé, le programme sera petite douche, histoire de se détendre, découverte du village, spritz, pizzeria. Sympa, non ? Départ tranquille de notre B&B vers les 9h, mais sous la grisaille. Très bien ce B&B. Bon accueil, petit déjeuner très copieux, chambre donnant sur le jardin, et c'est tant mieux car ça circulait pas mal côté route. Les motos, elles étaient stationnées dans le parking privé à proximité de notre chambre. Bref, c'est reposé que nous circulons maintenant dans la vallée d'Aoste, avec en fond les alertes sonores de radars fixes de mon ange gardien, Coyote. Il y a tellement de radars fixes que je me demande s'il pourrait mettre en place des contrôles mobiles. Et t'exagères pas un peu là, Régis ? Oui, mais à peine. Je m'étais pourtant dit, la dernière fois que je suis passé par là, que je prendrais l'autoroute. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas ça. Après avoir parcouru 65 km, à Settimo-Vitone, on quitte cette SS26 radarisée pour tourner à gauche et prendre de petites routes que j'avais repérées sur Via Michelin, la SP72 et la SP500. On a le temps puisque notre étape ne fait que 265 km pour rejoindre le lac de Caume où nous ferons étape. Tu sais, ce lac en forme de Y à l'envers. J'ai fait le bon choix avec cet itinéraire. On a quitté la vallée d'Aoste pour le Piémont et on approche de la Lombardie où, on le sait, la circulation va se densifier et c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, on retrouve petit à petit le soleil et ça c'est cool. Si on se pose au lac de Caume quelques jours, ce n'est pas un hasard. Ce week-end, c'est le centenaire de la marque Moto Guzzi. Les festivités officielles ont bien été annulées en raison du contexte sanitaire, mais je sais par mon réseau qu'il y a pas mal de guzistes qui vont faire le déplacement et qu'il y aura quand même quelques animations. Tu le sais peut-être, je suis très attaché à cette marque, car depuis plus de 10 ans, je possède une Guzzi V11 Le Mans Rosso Corsa de 2004. C'est ma diva à moi. Nous sommes tout proches de la région des lacs du nord de l'Italie. Cadre enchanteur, synonyme de Dolce Vita. Et puisqu'on s'est acheté à manger, on s'arrête pique-niquer sur un banc à Sesto Calande, à regarder couler le Tessin qui
qui se jette dans le lac Majeur, juste en face d'un glacier. Quelle coïncidence, non ? L'estomac plein, on repart, mais changement de décor. Comme prévu, la circulation se densifie très rapidement et n'apporte que très peu d'intérêt jusqu'à la très encombrée ville de Com. Notre B&B, les Rica, se situe à Oliveto Lario, juste en face de Mandello de Lario et de l'usine Moto Guzzi. Laura, la propriétaire du B&B, parle de nombreuses langues dans le français et nous a réservé un peu de place dans son garage personnel pour y stationner nos motos. Vendredi 10 septembre, direction Bellagio ce matin, tout proche, à même pas 10 km. J'ai bien dit Bellagio et non Menaggio, que moi j'ai tendance à confondre. Cette petite ville se situe à la pointe du Y à l'envers que forme le lac de Côme. C'est un incontournable. Il est très agréable d'y flâner dans ces petites ruelles ou de déguster un cappuccino à la terrasse d'un de ces jolis cafés. Nous repartons vers le sud. Ah tiens, tu as vu, on n'a pris qu'une seule moto ce matin. Bref, on repasse devant notre B&B en empruntant cette petite route qui suit les berges du lac, direction Lecco, qui est la ville la plus extrême sud de la pointe droite du lac de Côme, et où le week-end, de nombreux kites et planches à voile viennent se faire plaisir avec un petit vent thermique propice à ces sports. Après avoir dégusté une bonne petite salade avec vue sur le lac, direction la Mecque, l'usine Moto Guzzi à Mandello del Lario. Piaggio, qui a repris en 2004 la marque Moto Guzzi, a souhaité fermer ce site de production, mais l'émotion à l'annonce de cette nouvelle a engendré une vive réaction des amoureux de la marque, avec de nombreuses manifestations organisées sur place par des associations de motoguzistes qui ont conduit à ce que Piaggio change de stratégie à la plus grande satisfaction aussi de la population locale. C'est peut-être pourquoi, si Piaggio a annulé en raison du contexte sanitaire les festivités prévues pour le centenaire de la marque Guzzi, la ville de Mandello del Lario a prévu quelques animations et pas mal de guzistes ont répondu présent, même si on est bien loin de la foule des BMW Motorrad Days. Nous continuons à remonter sur le côté est du lac, direction Varenna et son embarcadère pour prendre le ferry qui nous ramènera à Bellagio. Inutile de réserver, les billets s'achètent sur place et les rotations s'enchaînent rapidement. De Varenna, il est possible aussi d'aller vers d'autres destinations, Menaggio et autres, et du coup c'est un peu la pagaille pour embarquer, le tout dans une sympathique cacophonie. Bellagio, Bellagio, tout le monde descend, enfin si on peut. Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais dès qu'un ferry accoste, quelle que soit la traversée, Corse, Sardaigne, ou même ici, on a l'impression que le ferry est en train de couler, car c'est la course à celui qui va sortir le premier. Mesdames et messieurs, c'est une légende. De mémoire de capitaine, on n'a jamais vu un ferry couler à son arrivée au port. Bon, t'as vu, moi aussi j'ai eu peur, et je me suis précipité à sortir et de prendre la direction de notre B&B, pour ensuite finir la soirée dans un petit resto, tout proche à pied de notre B&B. Le ciel est chargé encore ce matin. Il tombait même quelques gouttes vers 8 heures. Oh, même pas de quoi mouiller la route. Et la météo devrait très vite s'arranger puisqu'un grand soleil est annoncé ici. Nous, pour l'instant, direction la Suisse, pas très éloigné. On va repasser par Lecco et Mandello del Lario.
On va perdre un peu moins de temps qu'en empruntant le ferry de Bellagio à Varenna. Beaucoup de guzistes sont arrivés. Plus on approche de Mondello, plus on en voit. Et on va en croiser encore pas mal. Et puisqu'on a le temps, on va repasser devant l'usine Guzzi et devant le siège du Falcon Guzzi Club, modèle emblématique de la marque avec son monocylindre horizontal. Notre étape du jour fait un peu plus de 300 km. Nous avons commencé par longer le lac de Caume par sa rive est. Ensuite, nous passerons en Suisse, direction Saint-Moritz. Puis, retour en Italie pour passer à Livigno et emprunter le tunnel payant de la Montelacera et se retrouver à nouveau en Suisse pour se faire le col du Stelvio et arriver à Santa Carena di Valforva où nous ferons étape à l'hôtel Résidence Trois Signories. Looking through rose-colored glasses at all my mistakes, breaking through the ceiling, unfazed. Baby, watch me come alive. Strike like lightning in my lungs, can't fight it. My love is like a drug, I got fire dancing in my eyes, so bright. Le beau temps s'est installé. Et quoi de mieux qu'une petite pause cappuccino à regarder passer les motos. Et surtout, avant de passer en Suisse. Ah, ce n'est pas que les Suisses ne savent pas faire de cappuccino, c'est que le tarif n'est pas le même du tout. Le coût de la vie, tu le sais, en Suisse est extrêmement élevé. Et puisque j'y pense aussi, les forfaits téléphoniques chez nous, dans leur majorité des cas, lorsqu'ils ont l'option Itinérance Europe, ne couvrent pas la Suisse. Donc, juste avant la frontière, pense à bien couper cette fonction sur ton smartphone si tu ne veux pas voir de dépassement sur le prix de ton forfait. Je me permets aussi d'attirer ton attention sur le montant exorbitant des amendes en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Nos amis suisses ne sont pas là à noces. Tant qu'à nous, étrangers, en cas de dépassement, c'est carte bancaire et paiement immédiat. Et par expérience, je peux te dire que ces quelques kilomètres à l'heure supplémentaires font mal, très mal même. C'est donc au régulateur, avec la marge de tolérance, que nous circulons direction Saint-Moritz à profiter de ces beaux paysages. Alors, ça valait pas le détour? Nous sommes au sud du canton des Grisons, le plus grand des 26 autres cantons suisses. Du reste, il est trilingue. On y parle l'allemand, l'italien et le romanche. Pour rejoindre Saint-Moritz en venant du sud, il faut emprunter le col de Maloja. Et c'est là, pour nous, que le soleil nous quitte et que la température va faire un bond vers le bas. Bon, tant qu'il ne pleut pas. Nous voilà à Saint-Moritz, cette station de ski huppée où s'est déroulé à 2 reprises les Jeux Olympiques d'hiver. Et pourtant, à l'origine, Saint-Moritz doit son importance à ses sources curatives. Elle jouit, paraît-il, d'un microclimat. Pour l'instant, il doit être en grève celui-là. Les paysages restent quand même des plus sympas, avec une vue sur les glaciers de la chaîne de Bernina. Une fois passé le col de Bernina,
nous continuons un peu sur la route principale 29 où nous tournerons sur notre gauche pour repasser en Italie et prendre la direction de Livigno. Livigno, classé dans le top 3 des meilleures stations européennes. Ah, ce n'est pas sa situation dans cette région assez reculée des Alpes, enclavée à la frontière italo-suisse, qui lui vaut ce classement, mais son statut spécial de zone franche, où la TVA n'existe tout simplement pas. Ce village, en fait, est un gigantesque duty-free où carburant, alcool, tabac sont vendus à des prix très compétitifs. Alors qu'on se dirige vers le tunnel de la Montelacera, on passe devant ces petits panneaux. Mais non, j'ai pas bien vu. Non, je n'y crois pas. Ben si, tunnel fermé. Après s'être posé, repéré, il faut se résigner. Nous ne pourrons nous faire le col du Stelvio par Spondigna, c'est-à-dire par son côté nord-est. Ce côté aux épingles acérées, les fameux tornante, qui avaient donné quelques sueurs froides à Evelyn il y a quelques années, quand son 1290 KTM GT, sa moto de l'époque, s'était mise à dysfonctionner en passant brutalement en mode dégradé ou en mode normal, perdant ou récupérant 100 chevaux d'un coup. Une simple mise à jour chez le Cancès avait réglé le problème, mais avait gâché un peu la fin du road trip. Oups, il y en a un, son voyage, semble-t-il, s'est arrêté ici. Pas cool. Du coup, nous, après avoir fait demi-tour devant le tunnel fermé, on s'est dit que nous allions quand même monter au col du Stelvio, mais par l'autre côté, et le redescendre par la même route, soit par l'itinéraire initial, et rejoindre Bormio et Santa Caterina. Le Stelvio, ce légendaire col italien, mythe parmi les mythes, est sans doute le col le plus connu d'Italie, et probablement le plus impressionnant aussi. Il fait partie des cols les plus en altitude et les plus impressionnants des Alpes, et est classé parmi les routes les plus belles du monde. Enfin ça, c'est quand le soleil brille, car là, non seulement le temps est bouché, mais la pluie nous accompagne maintenant. Après les petites photos souvenirs, on repart dans l'autre sens, toujours sous la pluie qui s'est installée sur les hauteurs du col. Malgré cette météo, il y a pas mal de monde, d'autant plus que nous sommes dimanche. Si tu peux, évite de le faire le week-end, car en milieu de journée, en plein été, il y a foule, et vérifie bien que le col n'est pas fermé et réservé aux vélos comme lors de la Stelvio Bike Day. Bormio, nous sommes quasiment arrivés. Reste à rejoindre Santa Caterina et notre hôtel Les Trois Signori, un hôtel 4 étoiles qui offre à cette époque de l'année des tarifs hyper intéressants. Oh, ça c'est cool. On va faire qu'on y aille quand même parce qu'on a 350 km, Yes. Un petit peu plus, 359. Déjà 10 jours que nous sommes partis, en magasinant les images des paysages traversés et les belles rencontres aussi. Que de souvenirs avec le Alpes Moto Aventure Festival à Barcelonnette, mais aussi une partie de la route des Grandes Alpes avec une météo ensoleillée qui a sublimé cette route mythique. Encore une journée exceptionnelle, puisque nous traverserons le massif des Dolomites et son paysage grandiose. Oui, j'ai bien dit grandiose, tu vas voir.
Mais pour l'instant, nous attaquons le col de Gavia, qui culmine à 2652 mètres d'altitude. Le col de Gavia, troisième plus haut col routier des Alpes italiennes, est représenté sur la carte Michelin comme une route difficile et dangereuse. En fait, sur son côté sud, cette route panoramique de haute altitude est particulièrement étroite, avec des parapets et protections pas toujours en bon état, enfin, quand ils existent. Essentiellement emprunté par des cyclistes et nous motards, il est régulièrement au programme du Tour cycliste d'Italie. Mais regarde-moi ces paysages. Ça y est, ça s'élargit, ça devient plus roulant. Direction maintenant le col de Tonale, beaucoup moins impressionnant. « 359 km à faire pour aujourd'hui, avant de rejoindre notre hôtel en Autriche. Après le col de Gavia et le col de Tonale, où nous avons quitté la Lombardie pour le Trentin au Adige, direction Bolzano par le col de Mandola, pour rejoindre les Dolomites, en passant par le lac de Carrèse, Canese, le col Sella, Cortina d'Ampezzo, et rejoindre l'Autriche par la SS 49 et plus précisément le petit village de Birnbaum. Avant de rejoindre Bolzano, nous passons tout proche du lac de Santa Giustina, où la région, après avoir abandonné la culture vinicole, s'est reconvertie dans la production et culture de pommes. Et si tu croques dans une Melinda, je parle bien de la pomme, elle vient forcément d'ici. La région boisée qui suit va nous faire rejoindre le col de Mandola, qui surplombe Bolzano. Après une petite pause photo à la gare du funiculaire Mandelbahn, qui offre un superbe panorama sur la région de Bolzano, nous reprenons la SS 42, splendide route, que j'avoue préférer emprunter dans l'autre sens et qui nous a valu quelques amicales empoignades avec Eric de la bande Rode et son 1000XR survitaminé. Après avoir traversé Bolzano sans problème, bah oui, on est dimanche, on commence à apercevoir le massif des Dolomites. Bienvenue au paradis des motards. Nous approchons du lac de Carezza, joyau du Sud-Tyrol, avec ses couleurs fantastiques. Celui-ci a malheureusement perdu de sa beauté. En effet, une grosse partie de son épaisse forêt de sapins a été abattue il y a quelques années et n'offre plus le même paysage qu'avant, que l'on trouve pourtant partout sur le net, décevant ainsi une partie des voyageurs. Le site mérite néanmoins le détour, il faut juste en avoir conscience.
Ah zut, il est tombé un grain et ça menace grave. Ah, c'est dommage, car c'est mon coin préféré avec ma photo rituelle quelques kilomètres après Kanazaï. Finalement, je m'en suis bien sorti pour faire ma photo. La météo mi-figue mi-raisin apportait une lumière qui rendait encore plus beau ce massif montagneux des Préalpes orientales méridionales. Appelé autrefois les montagnes pâles, en référence à sa blancheur particulière, la composition de ces roches fait que les montagnes deviennent rouges en début de coucher du soleil, puis violettes jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement avec l'obscurité de la nuit. Magnifique. Mais nous n'en sommes pas là. On continue direction le col de Sella, qui culmine à 2213 mètres d'altitude, pour un festival de décors de cartes postales, qui pourrait presque paraître irréaliste. Alors tu sais pas, je me tais et je te laisse profiter. Alors, tu as aimé ? Nous, on adore cette région que nous avons traversée là, bien trop rapidement, et j'aurais aimé y rester au moins jusqu'au coucher du soleil. Mais l'Adriatique nous attend, ne le faisons pas attendre. Alors que les ombres s'allongent, nous arrivons en Autriche. J'ai réservé pour ce soir en formule demi-pension, dans un hôtel qui semble sur le papier tout à fait correct, mais dont le prix hyper compétitif m'inquiète un peu. Imagine, moins de 90 € pour 2, repas du soir et petit déjeuner compris. On va bien voir.
Ben voilà, les choses se présentent bien. Direction le parking derrière l'hôtel. Notre chambre spacieuse, avec balcon et vue sur la montagne, ainsi que le bon repas, confirmeront cette première bonne impression. Sans contestation, cette étape remporte le prix du meilleure qualité-prix. Et si tu n'es pas un adepte du prout-prout de certains hôtels standardisés, enfin, tu vois ce que je veux dire, je te recommande vivement cette adresse, que tu peux retrouver dans les commentaires de la vidéo. Le soleil est bien présent ce matin, et c'est tant mieux car il fait un petit 14 degrés. Ce soir, nous serons au bord de l'Adriatique, et on ne doute pas que la température sera beaucoup plus élevée. Nous voilà donc à nouveau sur la route 111 que nous avons empruntée hier soir, qui est vraiment en très mauvais état, ce qui est extrêmement rare en Autriche. Du reste, ça ne durera pas. Nous sommes en direction de la Slovénie, avec comme première destination Bled, à 132 km. L'administrateur du sympathique petit groupe Facebook Vos Voyages Moto, Jean-François Smith, a publié un post sur le lac de Bled. Et ces photos m'ont donné envie d'y passer. Ça ne nous fait pas faire un grand détour, alors pourquoi s'en priver? But you're not always understanding. I like to take my time, but time is what you're always chasing. I know I like to hide, but you're not always keen on seeking. You said you're up for the fight, but Nous passons la frontière sans presque ralentir, et nous voilà en Slovénie. Petit pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants, la Slovénie est devenue en 1991 la première république à faire sécession de la Yougoslavie, en devenant un État souverain indépendant. Membre de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est bien entendu l'euro qui y accourt. Si contrairement à nous, vous souhaitez emprunter le réseau autoroutier, vous devez acheter une vignette électronique, à acheter en ligne ou dans les stations-service des autoroutes des pays limitrophes. have grown jaded. We could lament over losing the days of our youth. Memories faded. The years we Nous arrivons à Bled, direction son magnifique lac, qui n'est pas très grand. C'est l'une des principales destinations touristiques du pays, et il y a évidemment beaucoup de monde. Il est très difficile de stationner à proximité des berges du lac, même pour prendre une simple photo, même quand on est en moto. Nous, on s'est arrêté sur le parking privé d'un restaurant où nous avons consommé 2 cappuccinos. Mais un sexagénaire, l'air pas facile, armé d'un gourdin, était en veille, prêt à faire fuir tout malotru qui aurait voulu stationner sans consommer quoi que ce soit. Bref, j'aurais aimé passer plus de temps. Et depuis, j'ai trouvé un site reprenant quelques bons plans. Je te mets bien sûr le lien en description de la vidéo. make you mine, make you mine, make you mine, make you mine. Nous arrivons à Ljubljana, capitale de la Slovénie, qui compte environ 280 000 habitants, ce qui correspond à peu près à une ville comme Nantes. N'ayant pas acheté les vignettes pour utiliser l'autoroute, on ne peut pas emprunter son périphérique. Mais nous n'avons eu aucun problème pour traverser cette grande ville, des axes routiers larges et dégagés. Il est un peu moins de midi et nous continuons à tracer cap sud-est. Is it alright if I stay today? Comme tu as pu le voir, le réseau secondaire est plutôt très sympa. Les routes sont en bon état, les paysages agréables. Mais à un moment donné, le GPS m'oriente sur un itinéraire que je n'avais pourtant pas programmé. Après l'avoir vérifié qu'on ne s'allonge pas de trop, on part sur cette petite route où quelques kilomètres plus loin, des panneaux nous invitent à ne pas nous arrêter en raison de présence d'ours. On finit par récupérer le trajet initial sans avoir aperçu quoi que ce soit. Mais on n'a pas été joueur sur ce coup-là. Aucun arrêt. Is it alright 'cause I'm Et nous voilà en Croatie, 4e fois que nous nous retrouvons dans cette république, issue aussi de l'ex-Yougoslavie.
sécession qui s'est malheureusement déroulée dans l'horreur de la guerre, faisant près de 140 000 morts. Depuis 2012, la Croatie fait partie de l'Europe, mais sa monnaie est encore pour l'instant le kuna, même si souvent on peut payer en euros. Ah, tant que j'y pense, si possible, évite ces distributeurs qui prennent une grosse commission au passage. Nous avons réservé dans l'île de Kirk, dans la ville éponyme. L'île est accessible par un pont de 1430 mètres de long, second plus long pont en arc en béton du monde. À ce pont, il faut que je te raconte une anecdote. En 2011, alors que nous quittions l'île pour descendre plus au sud, un vent très fort et de la pluie étaient au programme. On se présente au pont pour sortir de l'île, mais un dispositif avait été mis en place pour retenir les caravanes et les motos. Les rafales de vent étaient trop fortes sur le pont. Parqués sur une esplanade exposée à la pluie et au vent, nous avions fait demi-tour pour aller prendre un café à l'abri, en attendant que ça se calme. 1 heure plus tard, on se présente à nouveau, mais même punition. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Evelyne, elle arrive à se faufiler et passe le barrage. Du coup, je fais de même. Et là, je peux t'assurer qu'on a vraiment passé un mauvais moment. Et je me demande comment on a réussi à traverser ce satané pont sans encombre, mais en ayant flippé un maximum pendant toute la durée de sa traversée. Bref, nous arrivons à la ville de Kirk et nous prenons possession de notre location. Et on sort nos armes à destruction massive, indispensables pour tenter de lutter contre les moustiques. Après une séance de running à l'aurore, on reste traîné dans le coin. Les motos, après une bonne toilette, vont pouvoir se reposer un peu. Puisque nous restons 3 nuits, quelques tâches logistiques vont pouvoir être réalisées. Pour quelques euros, les propriétaires de notre logement nous mettent à disposition leur machine à laver. Et il faut aussi trouver les logements pour la suite du voyage, puisque Kirk est la dernière étape réservée depuis la France. Un petit peu de travail sur Booking, juste bien valider le stationnement des motos, mais je n'ai pas eu de difficulté particulière à trouver 2 belles locations, une à Trogir, encore en Croatie, et l'autre à Kotor, au Monténégro. Mais pour l'instant, on continue à profiter de l'île de Kirk, direction le petit village de Puna. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep. Il y a quelques années, on est venu ici, on était super dépités parce que il faisait que pleuvoir et on était sous une bâche dans un troquet, on avait froid et on faisait une sale mine. Ah ouais. Faut reconnaître que quand tu fais autant de kilomètres pour essayer d'avoir du beau temps et que tu n'arrêtes pas de te taper de la pluie. C'était en juin 2010 et c'est vrai que le début du road trip avait été copieusement arrosé. En plus, il ne faisait pas chaud du tout. Mais ça s'est très vite arrangé par la suite. Bon, alors? Du coup, je veux être tranquille, tu vois. Ok, tu veux qu'on en parle ou... Non, je veux juste que tu éteignes ce bazar. On reprend la route, direction le petit village de Stara Baska. C'est un cul-de-sac et pour rejoindre Baska, nous devrons faire demi-tour. La vue sur la mer Adriatique est magnifique. Attention, en Croatie, il n'y a que très peu de plages de sable. C'est plutôt plages bétonnées, au mieux des galets. Par contre, la location de bains de soleil et autres accessoires est à un prix tout à fait raisonnable. Rien à voir avec ce qui est pratiqué chez nous. Oh, I keep on pushing through. Baska, charmante station touristique au bord de cette mer bleu turquoise, avec ses petites rues étroites, ses placettes aux fleurs colorées. Pour déjeuner, on s'est fait un fast-food. Oui, un fast-food, mais façon croate, où on ne te sert que des poissons et des crustacés grillés et pêchés sur place. On s'est régalé pour un prix tout doux. Retour à notre location à Kirk pour notre dernière soirée, pour là aussi manger un plat local, du cochon de lait grillé, tu t'en doutes, excellent. Il fait 12 ce matin, le thermomètre affiche 23 degrés, mais le ciel est un peu couvert, il fait même un peu moite. Et les moustiques se sont montrés très agressifs pendant que nous chargions les motos, certainement déçus de nous voir partir. En tout cas, nous n'allons pas les regretter. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, nous allons faire une nouvelle étape en Croatie, à Trogir. Avant de rejoindre le Monténégro,
où, sur Booking, j'ai déniché un chouette appart à Kotor, avec une vue magnifique sur sa baie. Pour rejoindre Trogir, nous avons 365 km à faire. Et d'après la météo, nous devrions avoir quelques gouttes de pluie. Pas question pour autant de prendre l'autoroute. Nous suivons la route qui longe la mer et qui porte bien son nom, puisqu'elle s'appelle la Magistrale. Saigne ce charmant petit bourg qui s'offre à nous pour s'arrêter boire un cappuccino. On repère une jolie petite terrasse avec un endroit en face pour garer les motos et hop, za cappuccina molim. Ah, je suis pas sûr de l'accent, mais on s'est compris, d'autant plus que le patron parlait français. La Magistrale, cette route nationale, s'étire le long du littoral croate entre mer et montagne, sur un parcours sinueux de plus de 400 km. Malheureusement, l'absence de soleil ne rend pas hommage à sa beauté. Quand l'Adriatique se pare de ses belles couleurs turquoises, c'est un autre décor qui s'offre à vous. Cette route est aussi connue pour être encombrée, pas comme aujourd'hui, et être dangereuse avec un revêtement glissant par temps humide. Et comme la pluie doit s'inviter à un moment donné, prudence. Keep you falling in circles in the dark. Better be careful. Hearts break hard. Tied up in my headspace, got you dizzy. Love me until I'm all you see. I got stars in my eyes, twist you around. I'll get you high, yeah, heaven is a place we found. Lightning in my energy, I'm all you ever need. I got you on your knees, yeah, begging for it. Might let you play for keeps, but never play for free. I got you on your knees, yeah, dying for it. Keep my love a hostage, better work for it if you want it. Keep my love a hostage, never need another once you got it hostage. La Croatie est surtout connue pour sa côte, tournée vers le soleil couchant, et aussi par ses 1185 îles et îlots, dont certaines sont célèbres, comme l'île de Korčula, où, paraît-il, même si c'est contesté, Marco Polo y serait né. Mais restreindre la Croatie à sa côte emblématique serait vraiment dommage. De nombreux parcs naturels pourront aussi te ravir si tu souhaites y séjourner. Et je pense forcément au parc national des lacs de Plitvice, considéré comme un des plus beaux d'Europe avec ses 16 lacs aux eaux turquoises et cristallines, reliés entre eux par une multitude de cascades splendides. Bon, si tu as fini de parler, on pourrait peut-être s'arrêter manger. Tu n'as pas faim? Bien sûr que si, tu me connais. Bifurquons sur la droite dans ce petit village. Visiblement, on devrait trouver notre bonheur. Yeah, dying for it. Keep my love a hostage, better work for it if you want it. Keep my love a hostage, never need another once you got it hostage. Une centaine de kilomètres nous séparent de Trogir, et le temps est toujours menaçant. On s'est pris quelques gouttes, surtout du côté de Zadar. Mais rien de méchant, et on n'a même pas eu à sortir les tenues de pluie. Lightning in my energy, I'm all you ever need. I got you on your knees, yeah, dying for it. Keep my love a hostage, better work for it if you want it. Keep my love a hostage, never need another once you got it. À Trogir, notre location se situe précisément dans la presqu'île de Kiovo, qui pourtant est une île, puisqu'elle est reliée au continent par 2 ponts. Au Moyen-Âge, on y envoyait les lépreux et les prisonniers. Bon, maintenant ce sont les touristes en recherche d'appartements. Des navettes maritimes relient en quelques minutes cette presqu'île à la cité médiévale. Pas cher et pratique, car c'est pas forcément simple de stationner, même en moto, à proximité. I'm high, oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying, oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. Après avoir réceptionné les clés de notre appartement et déchargé les motos, on part aussitôt à la découverte de notre environnement. On se réserve pour un peu plus tard la cité médiévale. D'autant plus que le temps devient de plus en plus menaçant. Et ça ne rate pas. Un gros drache nous tombe dessus. On se réfugie dans un bar,
Mais en sortant une fois l'accalmie arrivée, cette saleté de marche bien glissante a mis fin prématurément au road trip. 2 jours d'échanges avec AXA Assistance ont été nécessaires pour organiser le rapatriement par avion d'Evelyne à La Rochelle, ce qui nous a laissé du temps pour visiter Troguir et sa cité historique, et s'organiser nous aussi pour ramener à La Rochelle la moto d'Evelyne. Pour ce retour express de 2200 km, Christophe, mon frangin, se propose spontanément, pose 4 jours de congé urgent et réserve un vol d'avion Bordeaux-Split. En concertation avec lui, on écarte très vite le retour sans aucun intérêt par autoroute et je me charge de définir un itinéraire mi-TGV, mi-touristique. Du coup, je consacre un peu de temps sur Via Michelin pour bien choisir l'itinéraire, sur Basecamp pour faire les tracés pour le GPS et sur Booking pour les hébergements. Les étapes feront entre 400 et 600 km. Il va falloir se lever de bonne heure et pas trop traîner sur la route. Ouais, en fait, c'est vraiment un bon plan de prendre cette petite navette. Ça nous économise les 40 minutes de marche avec cette chaleur. Pour Vincuna, faut pas se priver, hein, parce que Vincuna, ça représente quoi, 2,80 €. Allez, on reprend le bateau ici alors. Il faut le savoir quand même, c'est ici. Retour à la cité historique, histoire de se balader un peu. Bah oui, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et tiens, je vais te parler de Walter. Walter, c'est le propriétaire de notre location, qui réside juste au-dessus de notre appartement. C'est le gars que tu viens déranger au moment où il allait se mettre à table et qui n'hésite pas un instant à t'embarquer dans sa voiture pour nous emmener à l'hôpital de Split, qui veille à ce qu'Evelyne soit bien prise en charge, qui me tient compagnie le temps des soins d'Evelyne et qui te ramène à ta location vers les 2h du matin. Walter, encore un énorme merci. Un dernier resto et il faut aller se coucher. Demain on se lève de bonne heure. Et nouvelle frayeur, l'employé chargé de l'enregistrement, aussi désagréable qu'antipathique, trouve à redire sur le plâtre d'Evelyne. Heureusement, quelques coups de téléphone plus tard, Evelyne a bien pu embarquer. 3 heures plus tard, je récupère mon frangin au même aéroport et l'opération rapatriement TGV va pouvoir débuter. Mais ça, c'est une autre histoire.